Bonjour, bienvenue dans Talkback GP, toujours depuis le stand Honda dans le cadre du salon du deux roues. Et sur cette émission, eh bien, on va célébrer le 40e anniversaire de deux événements très particuliers et très chers à l'histoire de Honda. On va parler endurance et on va parler Grand Prix moto. Talkback GP, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Voilà, donc Talkback GP spécial anniversaire. On rentre dans le vif du sujet et on va d'abord parler dans cette première partie d'endurance, puisque aujourd'hui, en 2025, eh bien, on fête les 40 ans du titre de champion du monde décroché en 1985. Jusque-là, je suis pas trop mauvais en calcul. De la RVF Honda avec Patrick Igoa et Alex Vira. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va Patrick? Très bien. Très bien. De se retrouver là 40 ans après, c'est voilà. Alex, bonjour, ça va? Très bien, également, je suis fier et content d'avoir retrouvé mon ancien coéquipier, Patrick Igoa. Ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait plaisir. Et puis on va avoir quand même une pensée évidemment pour Gérard Coudray qui absolument. malheureusement nous a quittés, mais on pense évidemment bien fort à lui. Et puis sur la moto, on a le nom sur la boue. Complètement associé à nous. D'accord. Et puis à l'opposé, ce ne sont pas des adversaires parce qu'ils ont aussi été coéquipiers. On est ravis de recevoir Jean-Michel Mattioli. Bonsoir Jean-Michel. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Écoute, on est dans un milieu, on ne peut pas rêver mieux. Voilà. Alors, on explique ta présence parce que on célèbre les 40 ans du titre de 1985 où Alex, Patrick faisait équipe aussi avec Gérard Coudray. Toi, tu es arrivé un tout petit peu plus tard dans l'aventure Honda, mais tu as signé notamment avec Alex puisque Patrick, quand il t'a vu arriver, il a eu peur, il est parti. Et tu as signé également des belles pages de l'histoire Honda en endurance. Notamment, tu as été le premier pilote à remporter 4 fois de suite les 24 heures du Mans. Donc, ton nom est forcément associé à la marque Honda. Je pense qu'il est associé. Écoute, j'ai quand même couru avec Patrick une fois sur une marque concurrente, juste avant qu'il sauve. Mais mon plus gros du travail a été avec Alex et d'autres pilotes chez Honda. C'est vrai que j'ai trusté un peu des victoires à cette époque-là. On peut associer à tout ça M. Guillou, qui a aussi quitté il n'y a pas longtemps, malheureusement. Et j'ai découvert une vraie famille d'endurance moi qui sortais des Grands Prix, qui était quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce titre en 85, Alex et Patrick, quel souvenir vous en gardez? Est-ce que, je vais vous demander par exemple, votre meilleur souvenir sur cette saison, est-ce qu'il sera différent l'un de l'autre? Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est la victoire au Bol d'Or 85, où j'ai partagé ça avec Gérard et Alex, bien sûr, et Gérard qui était passé pas mal de fois juste à côté, et là, on l'avait, quoi. On avait le bol, et ça a été vraiment un grand moment. Et en ayant le bol, on a eu le titre. Donc, c'était ça qui a fait, ça a été un grand moment, bien sûr. Alex, tu partages le pareil qu'avec Patrick? Absolument, absolument. Et non seulement ça, mais moi, ça a été vraiment mon rêve, parce que j'étais en tant que spectateur plein de fois au Castellet, donc pour voir cette course. Et un jour de me retrouver sur une moto qui m'a permis de gagner, ça a été vraiment un rêve exceptionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, ça reste encore la plus belle course de toute ma vie, même si après, j'en ai gagné plein d'autres. Mais c'est vrai que le premier Bol d'Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. En plus, avec une équipe, avec Gérard, avec Patrick, et bien évidemment, Jean-Louis Guillou, Hervé Poncharal, Guy Coulon et toute l'équipe qui s'en suivait. Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, Hervé Poncharal, Guy Coulon étaient dans le staff Honda France. Ils étaient impliqués autant en endurance que sur le programme Dakar, notamment Guy Coulon. Tout à fait. Absolument. Ouais. Donc ça fait des bons souvenirs. Alors cette RVF, elle est exposée un petit peu plus loin sur le stand Honda. Et sa particularité, parce qu'on garde en mémoire, pour moi, la Honda, c'est le monobras. Bah non, finalement, c'était le dernier modèle avec, entre guillemets, un bras aussi en classique, c'est ça? Tout à fait. Absolument. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, j'avais oublié tellement elle était petite et fine, tellement ça, j'avais complètement oublié. Dans mon souvenir, elle était partie. Je pensais que c'était une grosse moto d'endurance, alors que c'est un bijou, quoi. C'est vraiment une moto qui aujourd'hui, 40 ans après, n'est absolument pas démodée, quoi. Absolument, elle est vraiment dans le goût, en design et tout. Elle est vraiment, elle est dans le jus. C'était un très beau prototype, quoi. Ce qui est exceptionnel, c'est que la moto, elle a aucune ride, contrairement aux pilotes qui ont roulé dessus il y a quelques années. Effectivement, c'est vrai qu'elle fait encore jeune, quoi. Une moto qui a 40 ans, exceptionnelle. Quand on la voit, on dirait que c'est une moto
voilà, il y a quelques temps seulement. On a l'impression qu'on pourrait la sortir du stand, la mettre sur une piste, et absolument. on se sent pas dépassé quand on la regarde, en fait. C'est ça. Tout à fait. Superbe. C'est vraiment, Et effectivement, encore le bras oscillant normal. Avant que le bras mono, le monobras vienne l'année d'après, en fait. Toi, Jean-Michel, quand tu es arrivé chez Honda, il y avait déjà le monobras sur la RDF. C'était la début 87, moi, où effectivement la moto était équipée d'un monobras. Ça ressemblait un petit peu à ça. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, c'était des motos GP, quoi. C'était des prototypes. Et Honda investissait un budget pour construire des motos uniques pour faire ces courses-là. Ce n'était pas comme un petit peu plus tard, des motos dérivées de la série, quoi. On avait des prototypes, donc chaque sortie, on voyait arriver des évolutions assez incroyables entre Guy Coulon et Honda, qui travaillaient ensemble, bien entendu. Mais tout ça faisait qu'avancer la moto et l'endurance, quoi, bien entendu. Alors, Patrick, tu n'étais pas encore parti quand le monobras est arrivé. Qu'est-ce que ça... Si, tu étais parti Non, tu étais encore là. Qu'est-ce que ça a changé, justement? Alors, hormis l'avantage en endurance, où il fallait évidemment limiter les interventions au stand, donc là, c'était un avantage évident. Mais en termes de pilotage, est-ce que ça vous a imposé de vous réhabituer, de vous réadapter, ou est-ce que finalement, la moto était égale à celle que vous aviez l'année précédente? En ce qui me concerne, j'ai pas vu de différence. Sincèrement, on te l'aurait pas dit, tu l'aurais pas vu. Absolument. Par contre, je tiens juste à faire remarquer, c'est que le monobras existe en partie grâce à Guy Coulon. C'est lui qui a insisté pour justement près des Japonais pour qu'ils fassent ce monobras. Vu que cette moto était prévue spécifiquement pour l'endurance, donc il était évidemment bien plus facile de changer la roue parce que avec le double bras, on mettait beaucoup plus de temps pour changer la roue. Il y avait la chaîne, il y avait le système de freinage, alors que là, tout restait sur la machine, sur le bras. Il y en avait juste à retirer la roue, à remettre la roue avec un gros écrou. C'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout. Donc au niveau pilotage, Patrick, pas de différence. Pas de différence, j'ai pas vu. Ça vous a surpris ça d'ailleurs, parce que j'imagine que quand on est formaté, entre guillemets, à avoir un bras oscillant classique, tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose où on voit une roue vide. Comment on l'aborde la première fois? On est sûr de soi, on sait que ça va fonctionner parce que ça vient du HRC. Comment on réagit? Déjà, dès les premiers essais, quand on s'aperçoit des premiers tours de roue, la moto, elle a une réaction très saine, il n'y a pas de problème. Et le gros truc, c'est qu'on avait l'avantage, il fallait à tout prix qu'on change les roues le plus vite possible. Moins on passait de temps dans les stands, plus c'était du temps gagné pour nous, quoi. C'est ça, quoi. D'où l'idée de Guy Coulon qui avait fait ça, parce qu'il optimisait complètement les arrêts dans le stand et c'était vraiment à la pointe ça avec Honda, quoi. Alors, on en a parlé aussi un peu avant l'émission, tous les trois. Quand on regarde la moto, elle fait 130 chevaux, mais elle pesait 3 fois rien. Elle fait à peine 150 kilos, je crois, c'est ça. Et on avait même discuté des motos, comme tu disais, Jean-Michel, des prototypes, parce que c'était vraiment ça, des prototypes qui arrivaient à Suzuka, notamment, où vous avez roulé chacun, où là, on avait des machines incroyables, en dessous de 140 kilos quasiment. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, Honda avait quand même pratiquement entre 15 et 20 ans d'avance sur tout le reste. Et le fait de l'innovation, tu sais que ce bras oscillant a été repris par elle sur leur moto de course. Il y a eu beaucoup de brevets, mais c'était des prototypes comme il ne pourrait plus y avoir aujourd'hui. Mais les Japonais investissaient beaucoup d'argent pour faire ces motos. Et avec Alex, on peut en parler, avec Patrick, on a essayé des tas d'innovations. On est quand même les premiers à être passés de la fourche classique à une fourche inversée, quoi. On a été les premiers à passer à des arrières de cadre avec des selles suspendues. D'ailleurs, on s'est un peu tous assis sur le pneu quelquefois, d'ailleurs. Mais c'était l'innovation de Honda. Tout ça a été précurseur des années qui sont là maintenant aujourd'hui, quoi. Par rapport à la génération actuelle de machines du championnat qui compte beaucoup moins d'épreuves, parce qu'à l'époque, il y avait quoi? Il y avait des fois 7 épreuves, 8 épreuves dans un calendrier. Comment vous jugez l'évolution de la discipline? Est-ce que c'est une évolution logique? Est-ce qu'on laisse trop de place maintenant à la technologie? Est-ce qu'on est un peu moins sur le côté humain? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pour, il n'y a aucune question péjorative, c'est simplement pour avoir votre sentiment.
D'abord, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Il y a un progrès qui est fait complètement. L'électronique est apparue. Nous n'avions absolument rien en électronique. Par contre, l'avantage qu'on avait, comme disait Jean-Michel, c'est qu'on avait des vrais protos. C'était des motos qui étaient faites par le service compétition Honda, c'était le HRC. Et là, c'est pas, alors que le règlement de maintenant impose de partir des motos de série. Et on améliore cette moto de série. Là, c'était vraiment comme du MotoGP. C'était exactement pareil, le MotoGP de maintenant, sauf que c'était en endurance. Et là, on avait des superbes machines, quoi. Et l'évolution, quand on voit ce que c'est 40 ans après, c'est encore, bon, voilà, ça peut exister encore, c'est vraiment beau, quoi. Ouais. Ouais. Alex? Je suis d'accord avec Patrick, et notamment aujourd'hui avec les motos qui sont beaucoup plus puissantes. Effectivement, je pense que l'électronique, elle est quand même nécessaire. Et ça permet à tout un chacun d'avoir une moto avec de la puissance, mais qui est un peu abordable presque à monsieur tout le monde, je dirais. Et je pense que c'est une évolution, comme dit Patrick, il faut évoluer avec son temps. Et effectivement, je pense que c'est une évolution et c'est une bonne chose pour limiter aussi bien les accidents, etc. C'est vrai que nous, à l'époque, on n'avait pas toute cette assistance électronique qu'on a aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne chose. Jean-Michel, tu partages à peu près l'avis de... Bien sûr, mais je partage. L'électronique. Aujourd'hui, trouver de la puissance sur un moteur, ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est de la passer au sol. Tout ça, ils y sont arrivés grâce à l'électronique. Alors aujourd'hui, ça a un coût énorme qu'on retrouve en compétition et qu'on retrouve dans le commerce. Je dirais pas, il faut tout arrêter, il faut juste essayer de le contrôler, quoi. De le gérer, de mettre des boîtiers uniques, de les brider, tout ça pour que ça explose pas plus. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends bien que les motos coûtent de plus en plus cher et que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Est-ce que, quelque part, vous êtes, entre guillemets, content d'avoir roulé à cette époque? Parce que, comme tu l'as dit, Patrick, comme vous l'avez tous dit, tous les trois, en fait, vous aviez des vraies motos, vraies motos d'usine. Alors que, comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Michel, aujourd'hui, on a des motos qui sont en fait des bases de série et qui sont améliorées, on va dire. Est-ce que ça, c'est une saveur que vous gardez? Oui, vraiment. Moi, complètement. Ouais. Mais tu sais, c'était une époque où j'ai fait les 24 heures du Mans à deux. Oui, voilà, oui, parce qu'on est passé à 3 en 84. En 84, on avait fait à 3, en 82, c'est passé en 3. Ouais, mais c'était pas obligatoire, je crois, c'est après. C'est après, moi en 82, c'est passé à 3 pilotes. D'accord. C'était lors du Bol d'Or en 83. Mais non, ça c'est des évolutions qui ont eu. Mais d'avoir pu rouler sur ces machines-là, ça a été vraiment un grand bonheur. Ça le garde vraiment une... Oui, parce que Alex et Jean-Michel, vous avez roulé un tout petit peu plus longtemps que Patrick en carrière. Vous avez vu aussi, vous avez connu un petit peu cette évolution, cette transformation du matériel. Et ça reste quand même quelque chose d'unique, j'imagine, non? Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir roulé à cette époque. J'ai roulé sur des motos exceptionnelles. J'ai connu des gens exceptionnels. Je regrette vraiment rien, que ce soit en Grand Prix ou en endurance. Une RVF, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas en avoir une dans mon salon. J'étais sûr que tu allais dire ça. Désolé. Mais voilà. Il y a Bruno Skotnicki qui est pas loin, je pense qu'il va... Bon, ça sera dur à négocier. Il fait semblant de ne pas nous entendre, mais voilà. Ça sera très très dur. Alex, pareil, toi tu as aussi poursuivi un peu plus longtemps. J'ai eu la chance, dans ces années-là, d'aller au Japon avec les mécaniciens lorsque le montage des motos se faisait au HRC. Et effectivement, quand on voyait le travail qui était fait sur ces machines-là, c'était vraiment des bijoux en fait, parce que c'est vraiment des motos uniques avec plein de pièces faites à la main, en usinage spécialement spécifique pour ces machines-là. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. À rouler, à l'époque, de toute façon, c'était ce qui se faisait de mieux, donc on n'avait pas d'électronique. On faisait avec, mais c'était génial. J'ai la chance aujourd'hui de continuer à rouler un peu sur circuit avec les motos modernes. Je prends énormément de plaisir à rouler aujourd'hui avec des motos modernes. Mais effectivement, les motos avec lesquelles j'ai roulé, j'ai gagné plein de courses. C'était ces motos-là, sans assistance. Et c'était génial pour l'époque, c'était exceptionnel. C'était le gratin, le haut du panier. C'était vraiment le haut gratin. J'ai une dernière question un peu bateau, mais je suis obligé de vous la poser. Sur toute votre carrière avec Honda, une victoire ou une course que vous garderiez en mémoire ou que vous sortiriez du lot, Patrick, ça serait laquelle?
comme on vient de le dire, éventuellement le titre avec le bol d'or ou Ça, ouais, ça c'était. Je garderai de course en mémoire. Quand je te dis que les 24 heures du dimanche, on les a fait à deux. Celle-là, elle était particulièrement ardue. On n'avait pas gagné, mais c'était très dur. Après, c'est sûr que le plaisir des victoires qu'on a fait, parce qu'on a gagné pas mal. Moi, j'ai fait 3 ans avec Honda. Bon, on a gagné pratiquement tout. Oui. Et c'était voilà, et on avait la meilleure moto, la meilleure équipe, le meilleur coéquipier. C'était vraiment bon, c'était 3 années extraordinaires que j'ai passées avec mais Honda. la victoire au bol d'or, elle reste. Ouais, la victoire elle au bol reste d'or, fou. ouais, mais c'est le partage de l'équipe, entre nous, voilà, ce partage qu'il y a, ce moment d'émotion qui a été un grand moment, quoi. Voilà. Alex, pareil, le bol d'or 85 ou une autre course? En fait, effectivement, je disais tout à l'heure, le bol d'or 85, c'était ma première victoire sur une grande course comme le bol d'or, avec, comme je disais tout à l'heure, avec des coéquipiers d'exception, une équipe d'exception, une marque vraiment d'exception que je garde jusqu'à aujourd'hui comme la marque référence. Et après, il y a forcément les 8 heures de Suzuka, où c'était une course très très importante pour la marque Honda et puis pour les Européens, parce que très peu d'Européens, il faut savoir, qui ont gagné cette course-là. Et je faisais équipe à ce moment-là avec Dominique Sarron. On a remporté cette course en 89. D'ailleurs, on avait gagné toutes les courses de championnat cette année-là. Et en fait, voilà, c'est aussi un très très bon souvenir. Donc je dirais le bol en premier, Suzuka en deuxième. Mais c'est exceptionnel. Et merci Honda, merci beaucoup Honda. Ouais, et tu as raison, parce que je l'avais oublié et c'est vrai de le soulever. C'est qu'en 89, il n'y avait que 4 courses, un peu comme cette année, enfin comme actuellement. Ça s'appelait le Master d'endurance. Exactement. Et tu avais gagné toutes les courses. Toutes les courses. Voilà, donc ça c'est les 24 heures du Mans, Spa. les 24 heures de Spa, les 8 heures de Suzuka et le bol d'or la même année. Voilà. C'était exceptionnel. Donc, oui, merci Honda, on peut- merci l'équipe. Merci mes on peut coéquipiers. dire Jean-Mi, toi, si tu devais ressortir un souvenir de cette compliqué, époque ça, hein. Honda, de cette carrière Honda. C'est très compliqué à faire un choix, mais je dirais, j'ai adoré mes victoires avec Alex. On était des professionnels, on s'est bien battus. Mais je dirais que c'était la première en 87 avec Dominique Sarron et Jean-Louis Battistini. Je suis rentré, moi qui arrivais des Grands Prix et qui était encore un peu jeune, je suis arrivé dans un team officiel comme ça, avec une pression de malade, bien entendu. J'ai pas été bon en plus, parce que je roulais à la RVF comme avec la 2,5, ça marchait pas. Mais mes coéquipiers ont fait le boulot et je pense que c'était vraiment un souvenir, c'est un souvenir inoubliable, quoi, hein. Après, j'ai adoré toutes mes victoires. On s'est battu pour ça avec Alex et mes coéquipiers, mais celle-là, le reste. Quand tu es jeune et que tu arrives dans un team comme ça, tu as une pression incroyable. Je sais pas, c'est dur à expliquer, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas simple. T'as la peur de faire mal. Tu veux pas faire trop bien. C'est trouver l'équilibre, c'est quand même compliqué, quoi. Quand on le dit, on entre dans une autre dimension et c'est tout à fait ça. Tu ouvres le box et tout d'un coup, c'est plus on est entre amis. Là, c'est ça. J'avais rencontré Douane et il disait, lui, quand il rentrait sur un circuit, il disait, j'ouvre la porte de mon bureau et je la referme le dimanche. C'est un peu ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis là, tu as quand même une porte où tu rentres chez Honda Oui. avec des personnages importants et que toi, tu es tout petit, quoi. Voilà, c'est pour ça, voilà. Bon, bah, en tout cas, merci Patrick. Je voudrais juste ajouter un petit mot. Vas-y, en fait. Alex, avec plaisir. En fait, je voudrais remercier Bruno Skotnicki d'avoir fait venir les motos Du Japon. jusqu'à nous aujourd'hui. C'est vrai que cette moto, ça faisait à peu près 37 ou 38 ans que je n'avais pas vu. On met pas le couteau dans la plaie. Et grâce à Bruno, on peut se retrouver aujourd'hui ici. Et je voudrais vraiment avoir une petite pensée. Et franchement, c'était génial de nous avoir fait venir ici, de rencontrer à nouveau Patrick, Jean-Michel, dans ce contexte-là. Merci encore, Bruno. Merci. Très bien. Merci encore une fois, Patrick. Avec plaisir, Merci, Alex. avec plaisir. Merci, Jean-Michel, de votre disponibilité. Et puis, nous, on poursuit l'émission. On marque une petite page commerciale, un clin d'œil à notre partenaire sur cette émission. Et on se retrouve tout de suite après avec une autre légende qui fête lui aussi un 40e anniversaire. C'est monsieur Freddy Spencer.
Voilà, nous sommes de retour dans la deuxième partie de cette émission Talkback GP consacrée à la célébration des 40 ans des titres endurance avec la RVF de 1985, mais aussi 40 ans du doublé d'un certain pilote, Monsieur Freddy Spencer, que nous sommes ravis et très honorés de recevoir pour ce doublé en 250 et en 500 cm3. Freddy Spencer, thank you very much to be with us on this TV show. It's a real pleasure and honor to welcome you. We saw your bike on the Honda booth, and the first question, for sure, I'm 100% sure that you heard this a lot of time, but why did you decide to do both category? Because it was the first time, maybe ever, that a rider tried to compete in 250 and 500. Yeah, it was actually the third time that someone had tried. Jarno Saarinen tried in '72. And then Kenny Roberts in 1978 attempted to do the 250 and the 500, but neither were successful. It's very difficult between the characteristics of the bike. And so it was the Dutch Grand Prix in '84 when I was struggling to win the championship in '84, and I thought about maybe trying to do the two championships, and I asked Honda. And they said, okay. And that's how the idea began. Voilà, donc je demandais à Freddy Spencer comment lui était venue l'idée et si c'était pas la première fois que ce défi avait été tenté. Et il avait dit non, il y avait deux pilotes, dont Kenny Roberts, qui avait tenté avant lui l'expérience, mais sans succès. Et en fait, avec sa saison de 1984, dans laquelle il avait un petit peu de soucis, il s'est mis à penser à ça et il l'a proposé au staff japonais. Et finalement, Honda a dit oui. What was the first reaction when you asked to the Japanese guys who said, okay, yeah, next year I do both? Yeah, well, at first we didn't have a 250. Yeah, we were in the, after the race at the Dutch Grand Prix, and I, as I said, in June of '84, and I said about doing the two classes because they had built a 250, but not a factory bike. And their reaction was, okay, let's think about it. And literally in a very short amount of time, in 3 months, they built a 250. And I tested it in September of '84, and it was good. And so we made the decision for sure we would try. And we just went on belief that we could do it. And I was able to do it because I had such a great support team. HRC, my crew was amazing. And I had always liked adapting to bikes and riding different classes. So, but it was a big challenge, and we were very fortunate to accomplish it. Voilà, donc j'ai demandé à Freddy Spencer quelle a été la réaction quand même des Japonais lorsqu'il est venu la première fois avec cette idée en tête. Et en fait, ils ont adhéré tout de suite au projet en disant « Ok, c'est bon », mais la particularité, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de 250. Et donc, ils ont dû en construire une en 3 mois. Ils ont fait les essais. Et une fois qu'ils ont fait les essais, ils ont compris que c'était possible. Et après, comme vient de l'expliquer Freddy, c'était parti. So, we are talking about the reaction of the Japanese people of the HRC test. But for your opponent, when you came on the first race, on the first GP, how did they feel about you? As they said, maybe it will be easier to beat it in 250, or maybe it will be easier to beat him in 500. Well, the 250 bike was very good at the beginning, and that was the most difficult challenge in doing the two classes, is we didn't have two bikes. The 250 was brand new, and the 500 was the very second generation of the NSR with the conventional. The first '84 bike had the gas tank on the bottom, and so it was very unique. So I didn't know the challenge it would be, and the beginning of the season was very, very difficult because the 500 wasn't very good, and Eddie Lawson was leading the championship. And so then it took a little while for me to get the two bikes working in unison. And in those days, the races were back to back.
You know, like no time in between, like today. Yeah. You know, you have maybe 50 minutes in between Moto2 and MotoGP. In those days, as soon as one race was finished, like in Italy, I'm on the podium for the 500 and the 250s are going out for the sighting lap, or, you know. And so it was a big challenge for me to be able to do both. Yeah. Voilà, donc j'ai demandé au début à Freddy quelle était la réaction aussi de ses adversaires. Yeah. Est-ce qu'ils se sont dit, bah, finalement, comme il part sur les deux catégories, ça sera peut-être plus facile de le battre en 2,5 ou en 500. Et Freddy expliquait que en fait, le plus gros défi pour lui, ça a été en fait de s'imposer en 250 parce que la moto était toute neuve, donc il n'y avait aucun repère, il n'y avait aucune base. Alors que la 500 était dans sa deuxième année de développement. C'était une moto avec le réservoir sous le cadre. Donc, c'était une moto qui était déjà un petit peu aboutie, même si il devait se battre face à Eddie Lawson. Donc, Eddie Lawson qui était champion du monde en titre. Donc, la catégorie 500, globalement, c'était peut-être un petit peu plus facile. Il l'explique et il a été un petit peu plus en difficulté pour mettre au point, développer la 2,5. Et ensuite, bah, le problème, c'est que, comme Freddy l'explique, c'est que aujourd'hui, il y a 45 minutes entre une course de Moto 2 et une course de MotoGP. À l'époque, bah, il descendait de la 250 ou de la 500 et il fallait qu'il court directement sur la 250, la 2,5, pardon. And the biggest challenge I knew was adapting with just the warm-up lap when I was off the 500 for the 250, because you're racing against the best riders in the world. And so in those days, the 250 were specialists like Tony Mang, Carlos Lovato, multi-world champions that specialized riding 250. The 500s were specialists, you know, like Eddie Lawson, Christian, Rob McElnay, Ron Haslam. They're all, you know, specialists on 500s. So that was a challenge, is I couldn't afford to take many laps to adjust to each bike. Voilà, et en fait, Freddy précise aussi que le plus gros challenge, la plus grosse difficulté, c'est que bah, comme il était sur le podium de la 500, en fait, il faisait pas déjà le tour de reconnaissance. Il devait tout de suite rejoindre la grille et partir juste sur le tour de chauffe. Donc, il fallait tout de suite qu'il reconnecte un petit peu ses sensations pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur un seul tour de chauffe. Et comme il le disait, en 250, à l'époque, il y avait vraiment des spécialistes. Il y avait Carlos Lavado, Anton Mang, des gens comme ça, donc qui étaient très, très forts. Et évidemment, il devait reproduire l'effort qu'il avait fait en 500 face à Eddie Lawson, face à Ron Haslam, face à Christian Saron également. Donc, c'était ça le plus gros défi. Regarding your riding style, did you have to fix some issue from the 250 to the 500? It's totally two different Totally worlds. two different. It had been, when I decided to do the championship in the 250, it had been 5 years since I'd ridden a 250 in the national championships in the US. And I was champion, but I never raced in the world championship on a 250. So I just had to adapt to the corner speed of the 250, keeping the momentum up. On a 500, it's about squaring the corner off. It's a completely different lines. The braking points are completely different. And so it's why that especially in those days, you didn't see very many 250 riders good on 500s, you know, or vice versa. So it was just, I had to much experience, and I'm very fortunate. I grew up racing multiple classes, and it taught me to be able to adapt to many different characteristics. Voilà, et la précision qu'apporte Freddy par rapport à ce double challenge, pardon, c'est que en fait, ça faisait, au moment où il a tenté ce challenge du 2,5, ça faisait quasiment 5 ans qu'il n'avait pas roulé sur une 2,5. Il avait roulé aux États-Unis en 250, il avait été même champion aux États-Unis. Mais là, il fallait qu'il se réadapte. Et évidemment, à l'époque, le pilotage d'une 250 et d'une 500, c'était radicalement différent. En 2,5, il fallait garder beaucoup de vitesse en virage, alors qu'une 500, vous arriviez à casser et vous jouiez avec l'accélération. Donc, il fallait tout de suite se reconnecter et c'était pas évident. And I guess the trickiest race was for sure under the rain, because actually you have wheelie control, traction control, engine brakes. Right. The engine brakes, the traction control was only the throttle. Yeah, it's you know, we were the electronics basically,
And so it was like, for example, the German Grand Prix was a perfect example in Hockenheim of where it rained in both races there, or the British Grand Prix at Silverstone rained both races. And so adapting to the feel that you had to have of applying the throttle, and the bikes were carbureted. So there was a delay always in the engine response that you had to have a good feel for, you know, because we didn't have fuel injection, you know, in those days. So yeah, it was interesting. But growing up dirt tracking, you know, I think it's one thing that the Americans in the late 70s with Kenny Roberts, and then of course myself, Randy, Eddie, Wayne Rainey, Kevin Swans, the reason why we were able to be so successful and the reason why we changed the style of racing was from our dirt riding. Yeah. And with the power of the two strokes and learning how we adjust bike. Today, Mark Marquez, Jorge Lorenzo, Valentino, it's one reason why Valentino has his ranch, you know, learning, that's all comes from the influence that the Americans brought from the American dirt track racing for bike control. So for sure, that helped me when I was riding both bikes and had to make adjustments as the race went on. I was used to a bike moving around, and I could control the lean angle and adjust and make adjustments. And so... Voilà, en fait, je posais la question à Freddy de justement de cette difficulté de passer de la 2,5 à la 500 devait être encore plus grande lorsque les conditions étaient difficiles, c'est-à-dire lorsqu'il pleuvait, parce que c'est ce qu'on disait à l'époque de Freddy Spencer, il n'y avait pas toutes les béquilles électroniques qu'on peut voir aujourd'hui sur les motos GP. Et en fait, Freddy explique que c'était évidemment difficile, il fallait avoir le contrôle de la poignée de gaz, mais surtout, c'est l'école américaine qui a un petit peu transposé l'évolution du pilotage en Grand Prix en MotoGP avec l'école du flat track, de l'enduro, qui permettait de contrôler la glisse, la dérive avec la sensibilité sur la poignée de gaz. Eh bien, c'est tout ça qui lui a permis peut-être d'être un petit peu plus à l'aise dans ce défi aussi et dans ces conditions qui étaient difficiles. Just one tricky question, if it's possible. Do you think that the challenge was possible because you have a factory bike in 250? If, for example, if you have the same bike as Carlos Lavado or something like that, could be more difficult, more tricky because you have all the HRC stuff behind you? Well, Carlos was a factory Yamaha rider. Yeah. So, and then like Tony Mang had his bike, but because it was the first year of the 250, the support, of course, with HRC, which started the increased factory involvement of all the other manufacturers as championship went on, certainly was a benefit. And the fact that I got to develop both the bikes to have similar characteristics. I had so much influence. All of those things together made it possible. You know, but you look back and when Jarno Saarinen tried the championship, he was a factory Yamaha rider, just like Kenny in '78. You know, they had the factory support. You know, there was multiple challenges. But absolutely, the support of HRC and that development helped a lot. The reality is that because of the problems we had with the 500, my 250 development stopped. In the beginning, it was strong, but by the time I got to mid-season, Tony's bike and Carlos's bike had really caught up, and in Tony's bike, when we got to the French Grand Prix, was actually a little faster than my factory bike. But that's okay, you know, because of all my work, all of the HRC's work was going into the 500 because we were struggling in the beginning of the season with chassis and chatter and the development of the radial tires. There was a lot of things that we were having problems adjusting to.
Voilà, donc en fait, je demandais, c'était une question un petit peu touchy pourrait-on dire. Je disais, est-ce que Freddy pensait que ce défi a été aussi relevé en 250 parce qu'il avait une moto d'usine et que s'il avait eu une moto comme éventuellement Carlos Lavado, eh bien, ça aurait été peut-être forcément plus difficile. Alors, il a bien rectifié, Freddy, en disant oui, mais Carlos Lavado était pilote officiel Yamaha, donc il avait aussi une moto très performante. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au début, comme ce projet était nouveau, bah, il y avait beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts qui étaient portés autour de la 250. Mais après, il a fallu aussi travailler sur la 500. Donc, en milieu de saison, les efforts de la 2,5 se sont un petit peu réduits. Et ce qui fait qu'après, on était globalement à armes égales. Mais c'est vrai que le support du HRC, tout le staff autour de ce projet 250, au début, a porté et a facilité, entre guillemets, les choses parce qu'il faut rester quand même sur la moto. Et il fallait aller au bout des courses. Freddy, if you can take off memories, what will be the 250 title or the 500 title? Oh. Did they test at the same? Oh, well, the challenges in the beginning of the season was the 500. Because Kenny had done a great job developing that bike for Eddie. You know, they had that bike in 83, 84, and 85. The YZR, the Yamaha, was really good. So our bike was brand new. The 250 in the beginning of the season was pretty easy. But then after, like I said, about halfway, and we got the 500 working, the 250, I mean, it was hard to win in Italy. And I barely beat Tony in Le Mans when I won both races that day. So they both were equal for me in their challenge and in the success. And because, for me, there was only one outcome that I wanted, which was to win both titles, that was the only one that would have made the season successful. So winning both championships made the season successful. Voilà. Donc, j'ai posé la question à Freddy de savoir s'il devait choisir un titre entre le 250 et le 500, quel serait-il? Bah, en fait, il nous a expliqué, pour revenir un petit peu sur ce qu'il a dit auparavant, c'est que les deux représentaient un challenge. Le challenge de la 2,5, c'était plutôt en début de saison. Le challenge de la 500, c'était un peu après parce que tout le monde travaillait, évidemment. Il s'est retrouvé en 500 face à Eddie Lawson qui, en 82, 83, 84, avait fait énormément de travail sur la Yamaha. Et donc, forcément, les tâches étaient compliquées dans les deux catégories. Et pour lui, ces deux championnats, bah, en fait, ont la même saveur parce que le travail a été fait dans les deux catégories de la même façon. Et en fait, on n'en détache pas un plus que l'autre pour Freddy Spencer. Freddy, actual question now. Yes. Yeah. You were involved in MotoGP. We don't talk about this. Yeah. I just want to know that now you have no suit. We can say in a way, you are not official. Yeah. What is your feeling about the last season and the next season coming in 2 weeks now? And what about Marc Marquez with the factory Ducati? If you can have a few words about that. Yes. I think Ducati, as we've seen the last few years, have been so dominant. And with the machines, with start devices, with rod height devices, there's so many of the electronics that control what the bike can do. It's made it very competitive. That's going to be changing, which is a good thing, I think, you know, as for 2027, start devices and, you know, maybe rod height. What's been very difficult to see the last few years is the struggle of Honda, I think, in Yamaha because of their support and their involvement in Grand Prix in my time and for so many years. So hopefully the testing, the Honda seems to be a little better. So hopefully they'll be up there more. It's going to be a great battle, I think, between Pecco and Mark. I think that's the two favorites. Unfortunately, Jorge was hurt in the first day on the Aprilia, but the Aprilia seems strong. So I think it's going to be a competitive and great championship, you know. And I think
you know, it's hopefully good racing and good strong racing, and so Let's see. yeah, let's see. Voilà, en fait, je posais une question à Freddy Spencer sur son regard qu'il peut porter sur le MotoGP, parce qu'on sait qu'il a été évidemment impliqué dans le MotoGP sur le rôle de commissaire, etc. Yeah. Et là, en fait, je voulais lui demander son regard sur le MotoGP. Et en fait, il a expliqué que avec l'évolution des Ducati qui a amené énormément justement d'évolution sur l'électronique, sur les aides au pilotage, etc. Bien, avec l'évolution du règlement qui va arriver en 2027, c'est une bonne chose qu'on redonne un petit peu moins de place à ces béquilles électroniques, etc. Et puis en ce qui concerne la saison, bah, il dit évidemment, on ne peut pas occulter que Pecco Bagnaia et Marc Marquez seront les favoris. Et ce qui lui a surtout fait mal pendant les 3 dernières années, c'est de voir, à titre personnel, lui qui a été pilote Honda, la difficulté qu'avaient Honda et les constructeurs japonais en général pour revenir aux avant-postes. Et d'après les tests qu'on a pu voir et dont vous avez pu suivre les débriefs sur Tollback GP et de Sepang et de Buriram, il semble que les Honda reviennent un petit peu, la Yamaha aussi. Donc ça fait plaisir à Freddy Spencer. Et en fait, il pense que le championnat va quand même se jouer entre Pecco Bagnaia et Marc Marquez, mais qu'on va avoir peut-être un plateau un petit peu plus homogène. We are at the end of this show, Freddy. I would really want to thank you so much to be present in this show. Welcome in Lyon, I would say, and it will be a real pleasure. Thank you very much. Well, it's a pleasure to be here and to see such an amazing turnout of motorcycle fans. You know, this is my 59th year of being involved in motorcycling. I started when I was a little kid, like that little boy, and you know, I owe motorcycling my life of adventure, and so to be here in racing Honda colors, Rothman's colors, to celebrate the 40th anniversary of that championship, my double, but to see the great French team and Honda's heritage, and to be a part of that is a privilege. So merci beaucoup, and thank you for having me. Thank you very much, Freddy. Voilà, Thank Freddy you. qui expliquait que il est vraiment content d'être ici à Lyon, de voir tout le monde qu'il y a autour du stand, de pouvoir célébrer cet anniversaire, de voir aussi les jeunes enfants qui sont sur les stands. Il a dédié quasiment 55 ans de sa vie sur sa carrière moto. Il a commencé à 4 ans. Donc voilà, il est très content et il vous l'a dit lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Freddy. Et nous, on se quitte sur ces mots de Freddy Spencer en français. Et je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour la dernière émission, une dernière émission Tollback GP qui sera consacrée au off-road chez Honda. Merci de nous avoir suivis et à demain. Thank you.